si t'as aimé ton école et ce que t'en as fait, ça fait vraiment la différence. Et moi, je savais que je correspondais plus à l'environnement de l'ESCP. Grâce à Prépaya, on s'inscrit concrètement sur un Excel et on a le droit de faire 2 à 3 euros par jour. L'avantage de l'école de commerce, ça a été vraiment, vous avez en fait un épanouissement, je trouve, personnel. Bonjour à tous, bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Donc on va faire donc un webinaire pour parler donc des formations AST et plus précisément de votre parcours. On va essayer de revenir en détail donc sur votre parcours d'étudiante où vous étiez donc à Assas toutes les deux. Puis vous êtes passé par Prépaya donc pour vous aider à intégrer en fait les écoles de commerce. Pour revenir en 2 mots sur Prépaya, c'est quoi? En fait, on a un institut qui aide les étudiants à passer les concours pour les écoles de commerce. Donc que ce soit HEC, SEC, ESCP, EM Lyon, EDEC. Et nous, en fait, on va aider tous les étudiants, que ce soit sur la préparation du TAJMAJ, du TOEIC, et pour les oraux et les dossiers. Donc on va revenir un peu en détail sur cette préparation. Là, en fait, en termes de calendrier, ce qui est assez intéressant pour les étudiants qui sont actuellement en L2, en L3, c'est qu'une bonne préparation de TAJMAJ, donc on va y revenir plus tard, mais c'est à peu près 6 semaines. Donc là, il y a des sessions qui arrivent bientôt, le 4 décembre et le 11 décembre, donc il est encore temps de démarrer l'aventure avec nous. Voilà, donc je vous laisse vous présenter toutes les deux, et après, pour les gens qui sont participants au Zoom, vous avez une session Q&A où vous pouvez poser toutes vos questions, et voilà, et on a hâte de vos questions. Donc je vous en prie. Tu vas ? Vas-y. Alors, moi, c'est Félicie Richoilez. Donc, j'étais à Assas comme Candice au CMI Efficace. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de triple diplôme où on a les cours de la licence éco-gestion, les cours du collège d'économie et les cours du CMI. Les cours du CMI, c'est quoi ? C'est en gros, on a un stage à faire et un mémoire à faire. Et donc, c'est un parcours, on est 30 élèves dedans. Et j'ai intégré l'ESCP à cette rentrée 2025. Ok, alors moi, bonjour, je m'appelle Candice Vandeville, du coup. J'étais aussi à Assas. Alors moi, au collège d'économie filière droit, parce qu'il y a deux filières. Au collège, il y a soit la filière ingénierie économique, soit la filière droit. Donc moi, j'ai intégré le collège d'économie et je l'ai fait pendant 3 ans à Assas, filière droit. Et ça consiste à 6 heures de cours de plus par semaine, donc en droit. Et j'ai intégré aussi le SCP là, en septembre avec Félicie dans le programme Grande École. Ok, super. Est-ce que vous pouvez nous parler à quel moment vous avez commencé à réfléchir dans tout ce qui était les écoles de commerce? Est-ce que cette maturité, si je puis dire, du parcours, il est venu déjà quand vous étiez au lycée ou vous en aviez aucune idée? Est-ce que vous deviez plutôt faire une prépa ou en 2e année, j'en sais rien, un ami d'un ami vous a parlé des admissions et du coup vous êtes penché sur les admissions et après comment vous avez entendu parler de Prépaya? Donc moi au lycée j'étais à Franklin et donc j'étais formatée a priori pour aller en prépa parce que beaucoup d'élèves partent en prépa dans ce genre de lycée et donc moi j'avais mis des prépas sur Parcoursup et ma candidature avait été retenue à Saint-Michel-de-Picpus et Janson de Sailly, mais j'avais aussi présenté le collège de droit de la Sorbonne, celui d'Assas, le collège d'économie d'Assas aussi. Et j'ai fait le choix de ne pas partir en prépa parce que je n'étais pas une grande adepte des maths, je n'étais pas très forte et je me voyais mal m'enfermer pendant 2 ans. Après, je reste admirative quand même des gens qui ont fait une prépa et qui sont bons en maths, etc. Et pour revenir à ta question, donc j'ai intégré le collège d'économie d'Assas sans vraiment penser à ce que j'allais faire en master. Très honnêtement, je savais juste qu'a priori les matières allaient me plaire, que je restais dans Paris, pour plein de raisons différentes. Et j'ai commencé à penser au master et à ce que je voulais faire plus tard, notamment en L2, qui est l'année où j'ai commencé à entendre parler de Prépaya, à m'inscrire, à me renseigner. Et c'est en fin L2 que j'ai vraiment commencé à me plonger dans le TAJMAJ, pour ma part. Ok, très clair. Moi, j'étais à Saint-Jean comme Candice, qui est un lycée pareil où on est formaté au prépa. Et donc, comme Candice, j'avais mis les prépas, j'en ai pas eu des bonnes, donc je me suis dit, ça sert à rien, je vais aller à la fac. Mais donc, dès la L1, moi, je savais que je voulais faire une école de commerce. Et donc, dès la L1, je savais qu'il fallait que j'ai des bonnes notes. Mais par contre, j'ai commencé à préparer le TAJMAJ à la fin de ma L2.
Ok. Est-ce que vous avez l'impression qu'à la fac, vous êtes bien préparé, enfin informé du moins de tout ce qui est les concours passerelles, de comment on fait pour intégrer une école de commerce du top 5 ou même autre en Master in Management? Honnêtement, pas du tout. En fait, à l'université, je pense que ce soit Assas ou même n'importe quel autre, on n'est pas du tout orienté pour... C'est les réseaux. Ouais, on n'est pas du tout orienté pour anticiper le master. Moi, Prépaya, j'en ai entendu parler grâce à notre asso. Mais on est vraiment laissé, lâché dans la jungle et on se débrouille. Ouais. Et c'est un peu ça le problème, c'est que du coup, des élèves comme nous, on sait que notre dossier va compter que nos notes vont compter pour notre dossier, alors que des élèves qui en L3 se disent bon bah maintenant il faut que je fasse un master. S'ils réalisent en L3 qu'ils veulent faire un master in management et qu'ils ont eu 12-13 parce que ils étaient à la fac et qu'en vrai personne va dire de travailler, et ils s'en mordent les doigts. Ouais. Et ok, c'est très clair. Et la L2, comment vous avez commencé à bosser tout ce qui était tâche-mage, TOEIC, les cours, parce que vous aviez quand même cette motivation d'aller chercher une école au bout, mais vous saviez qu'il ne fallait pas du tout négliger les notes en fait. Quand on parle de L2, c'est qu'on s'est inscrite à Prépaya. On a mis les premiers pieds à Prépaya en juin pour un premier test, pour une première session. Mais franchement, tâche-mage, TOEIC et tout, moi j'aurais dit que ça correspondait plus à ma L3 qu'à ma L2. Ok, très clair. Mais L1 et L2, j'ai vraiment travaillé pour avoir des bonnes notes au partiel, galop, pour déjà assurer un dossier académique bon. Moi, justement, j'ai failli faire l'erreur de préparer le tâche pendant ma L2. J'avais appelé Jean au début de mon premier semestre. Je suis inscrite au début de ma L2. Et il m'avait dit honnêtement, là, juste travaille et des bonnes notes en L2 et après, tu feras ton tâche. Et nous, la chance qu'on a, pas la chance, mais l'intelligence qu'on a eue, c'est de passer notre tâche à la fin de notre L2 en juin, quand on avait passé nos partiels. Donc en fait, on n'avait pas à coordonner et Assas et le tâche mage. Et ça, je pense que c'est un énorme avantage de le passer le tâche mage, soit à la fin de votre année, soit au début de votre année. Mais il faut que vous soyez libérés des partiels, galop et tout. Ouais, parce qu'en vrai, le tâche, il faut s'y mettre à fond et genre bouffer que du tâche pendant 2 semaines avant, quoi. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire toute votre L3 avec le stress de devoir refaire le tâche, le TOEIC, etc. ou ça aurait été assez compliqué? Candice, c'est ce qu'elle a fait. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu. Parce que moi, je partais en OS1, donc à Madrid, en échange. Ouais. Et donc, j'avais un peu fait comme Félicie la stratégie de me dire que juste avant de partir à Madrid, je passais à la session de début septembre pour être débarrassée à Madrid, pouvoir me focus sur mes dossiers, etc. Et finalement, j'ai pas eu un bon score en septembre. Donc, pendant tout mon échange à Madrid, je savais qu'en rentrant et OS2, vu que le tâche, on peut le faire qu'une fois par semestre, je savais que j'allais devoir le travailler. Donc, j'ai essayé d'anticiper tout ce que je pouvais quand j'étais à Madrid. J'ai passé le TOEIC. Je demandais déjà des lettres de recommandation à mes profs, etc. Donc, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. Mais en attendant, je savais que ça ne servait à rien de commencer à travailler le tâche 6 mois avant. Donc, moi, je conseille vraiment de faire comme ce qu'on a fait et juste de ne pas rater la deuxième fois. Donc, passer une première fois. Au-delà du tâche, moi, j'ai eu mon tâche avant ma L3, mais c'est pas pour autant que j'ai passé une L3 à la cool. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, après, tes dossiers, tes oraux, tes lettres de motivation, ton TOEIC, ça m'a pris tout mon échange et c'est limite encore plus stressant que le tâche parce qu'en fait, là, t'es 2 ans, quoi. Ouais. En plein dedans. Ouais. Pour moi, limite, la partie qui prend le plus de temps, c'est les oraux parce que ça arrive très proche des résultats d'admissibilité. Et en 1 semaine et demie... tu dois préparer un exercice qui est pour le coup hyper difficile. La partie de l'oral, pour moi, c'est la plus compliquée, beaucoup plus que le tâche, pour ma part. Et c'est là où, pour le coup, si j'avais été à Assas à devoir et préparer mes oraux et travailler mes examens, ça aurait été très, très galère. Ouais, alors je comprends. C'est vrai que c'est ça la problématique, c'est de tout ficeler en même temps. C'est pas forcément facile. Il y a une personne, du coup, sur le chat qui nous demande si, selon vous, il faut commencer dès la L1 à bosser le tâche mage. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de personnes? Moi, déjà, la première chose que je peux dire, c'est que ça vaut pas le coup parce qu'en fait, pour le tâche mage, donc il y a le site, qui est en fait le test de management qui est délivré par la FNEJ, le score, il est valable seulement l'année N et l'année N+1. Donc en fait, si on le passe typiquement en 2025, il sera valable en 2025, 2026, mais pas pour les candidatures en 2027. Donc ça n'a plus forcément beaucoup d'intérêt. Et même, je pense qu'au début, la fac, quand on vient d'un lycée, qu'il soit privé, public ou autre, s'adapter au rythme, t'aider les galops,
les amphis, bosser de son côté, parce qu'on n'est plus encadré dans des classes de 30, à part pour les TD, c'est assez complexe en fait. Donc je pense pas que ça vaille forcément le coup de prendre en fait de l'avance, si je puis dire. C'est presque prendre du retard en fait sur les notes de la fac. Même au-delà, t'as le côté où t'as envie de profiter un peu de ta L1 en même temps que tout le monde, et quand tout le monde va passer le stage, bah toi t'auras déjà fait tout ça, t'auras envie de kiffer. Enfin c'est con, mais en vrai, profite un peu de la L1 comme tout le monde, et on verra ça après, quoi. Bien sûr. Maintenant, on a plus une question. Après, on va revenir plus tard sur les oraux. On a une question concernant la difficulté du Taj Mahal. Quel est votre ressenti personnel? Moi, donc, j'ai passé 3 fois le Taj Mahal. J'avais dit à un webinaire récent que en fait, j'ai mal compris la façon, je pense, dont il fallait le travailler. Parce qu'en soi, le Taj Mahal, c'est pas dur. C'est vraiment une méthode qu'il faut comprendre et il faut se mettre dans les conditions. Moi, ce que j'ai retenu, et vraiment ça, je pense que c'est hyper important, c'est que évidemment, on va tous se concentrer sur les parties maths, donc calcul, condimine, logique, mais on a tendance à se dire, bon, on s'exprime bien, donc ça va, les parties françaises, ça va le faire, et on a tendance à les négliger. Et je pense que moi, ça a été une erreur fatale de négliger la partie de français, parce qu'en fait, c'est des questions qui sont quand même assez spéciales, moi, que je trouve assez subjectives, et il faut vraiment comprendre ce qu'ils entendent par les questions. Moi, j'ai trouvé ça pas difficile, mais c'est difficile de comprendre comment le travailler. Ok. Après, c'est vraiment mon expérience à moi, mais je sais que Félicie, c'est pas la même chose. Non, moi je dirais qu'en tel quel, n'importe quoi. À premier abord, tu fais un Taj blanc, t'as l'impression que c'est impossible, que tu n'y arriveras jamais. Je trouve que la partie maths est aussi dure que la partie française, juste elle est beaucoup. Enfin, il y a une marge de progression énorme avec Prépaya pour préparer la partie maths. Donc en fait, même si t'as pas fait de maths depuis 5 ans, que t'es en droit, c'est limite mieux, parce que en fait, tu vas pas galérer à faire plein de calculs, tu vas juste appliquer les méthodes bêtement. Et enfin, honnêtement, les meilleures tâches, c'est des gens qui étaient en droit, qui avaient un profil littéraire, parce que pour le coup, ils étaient hyper bons sur la partie français. Et en maths, ils ont appliqué les méthodes de Prépaya sans réfléchir. Donc l'exercice du Taj, oui, il est compliqué. Maintenant, les maths, ça devient facile si on fait confiance à Prépaya. Et le français, pour le coup, en vrai, c'est très compliqué. Ouais, honnêtement. Maintenant, on a plusieurs questions, toujours concernant le Taj Mahal. C'est sur quelle matière faut-il plus se pencher pour pouvoir réussir le Taj Mahal? Alors, pour répondre en 2 mots, et après je vous laisse la parole bien évidemment, c'est en fait en termes de révision, ou même de découvrir un peu le Taj Mahal, tout ce que vous avez appris à la fac, ça va en fait vous aider, mais plutôt pour un mindset, vous allez pouvoir réfléchir. Essayer de calculer le plus vite possible, lire des documents rapidement, mais ça ne va pas, vos matières de macro ou microéconomie telles quelles, ou empiriquement même, elles ne vont pas réellement vous aider en fait à passer le Taj Mahal. Moi, je pense que ça vous aide réellement à donner une vraie méthode de travail, et c'est surtout qu'en fait, les cours à Prépaya, en fait, vous faites 2 heures par jour, avec plusieurs créneaux, bien évidemment, par jour, où en fait, vous allez pouvoir voir différentes sous-parties. Le Taj Mahal, c'est un sous-test de 6 parties, 3 un peu plus en lien avec la littérature française, pardon, et 3 matheuses. Et en fait, nous, on va vous aider réellement à bosser sur les 3 matheuses avec un volume super conséquent. Donc, vous allez avoir 2 heures de cours par jour, donc vous allez faire au moins 30 questions par jour. Après, vous avez accès à une plateforme qu'on a développée qui s'appelle Teachero, où il y a plusieurs milliers de questions par jour. Et en plus, surtout, le gros point fort, c'est la semaine intensive avant votre passage, où vous faites 10h, 18h tous les jours, week-end inclus. Et là, vous revoyez tout français, toutes les parties de calcul, vous faites des Taj Mahal blancs à foison. Et donc, ça serait intéressant peut-être si vous pouvez revenir sur votre expérience du coup sur tout ce qu'était la semaine intensive. La question là, c'est quoi? C'est pour porter sur quelle matière en fait on se penche pour réussir réellement le Taj Mahal. Ok. Moi, je pense maths à fond et le français en faisant des tâches blancs. Mais pas perdre du temps à faire des séries de français, parce que la probabilité est faible, enfin même nulle, de retomber sur le même texte. Donc faites des séries à fond, celles de Prépaya, les polycopiés, vous les faites, vous les refaites, et vous faites les tâches blanches qui vous permettent de réviser, de s'entraîner sur du français. Mais moi, c'est comme ça que j'ai fait et c'est ce que je conseille. Ouais, moi je suis complètement d'accord. Full série de maths, que ce soit en tâches blancs ou même sur Teachero. Et pareil, français, que des tâches blancs.
moi, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Certaines personnes avaient pu me conseiller de lire des articles de presse pour m'entraîner, pour apprendre à lire rapidement. Franchement, je ne pense pas que ce soit très utile parce que le français du Taj-Mahal, il est quand même très spécifique. Donc, c'est vraiment qu'en Taj blanc que je pense qu'on peut progresser. Mais juste pour le français, corrigez vos questions, quoi. Oui. Parce que souvent, on corrige que les maths. Mais on ne peut pas progresser si on ne voit pas la correction du français. Complètement. En fait, il y a aussi ce côté où les gens se disent le français, on verra ça un peu plus tard, etc. Ouais. Le mais bosse en pas fait, on réellement. n'a jamais le temps à la Ouais. fin. Et Ça on se arrive retrouve trop un peu vite. dans un rush. Non, c'est clair. On a une question sur laquelle je vais répondre. Et après, pour les autres, je vais vous laisser présenter un peu votre retour d'expérience. Est-ce que Prépaya, quand on habite loin, ça vaut le coup quand même? En fait, plus si on est en distance. Alors nous, on fait des cours tous les jours en distanciel également. Donc en fait, par rapport à ça, il n'y a pas forcément de sujet. Tous les cours sont enregistrés. Vous avez un tuteur en fait, qui va vous suivre également de manière hebdomadaire. Donc si vous avez des questions à poser, etc. Et même, il y a toutes les personnes de la direction qui peuvent vous aider, que ce soit des questions pratiques, organisationnelles ou autres. Et même si vous habitez loin, en fait, nous, on a l'avantage d'avoir des locaux qui sont ouverts tous les jours, week-end inclus, où vous pouvez venir le matin à 9 h. Et moi, à mon époque, quand j'avais passé le Taj Mahal, je me rappelle, on faisait des sessions de travail jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Donc par rapport à ça, il n'y a pas forcément de problème. Et maintenant, plus une question pour vous. Est-ce que la prépa aide-t-elle également à mieux comprendre les attendus des écoles ainsi que la préparation au dossier? Est-ce qu'on peut juste revenir aussi sur la question Oui, d'avant? bien sûr. Parce que moi, j'ai un truc à dire, c'est que si tu vas à Prépaya dans les locaux, tu vas t'envoyer une journée de 9 h à minuit, ce que tu ne feras jamais chez toi, et ça pendant 2 semaines. Donc moi, je conseille à fond d'aller à Prépaya, parce qu'en plus, tu rencontres des gens qui sont hyper sympas, tu te fais un groupe de travail qui t'aide à travailler. Par exemple, le français, je sais qu'on le corrigeait ensemble, on s'aidait, on se motivait, c'était stimulant. Et j'ai adoré bosser mon Taj Mahal parce que justement, je bénéficiais des locaux, on fait nos pauses déj ensemble, les profs sont hyper sympas. Vraiment, moi, je conseille à 1000% d'aller sur place. Et c'est limite l'avantage de Prépaya, c'est que les locaux sont ouverts tout le temps, c'est comme votre deuxième maison. L'ambiance est trop bien et les gens sont hyper cool. Donc, franchement, à la Prépaya. Et en termes de rétro-planning, une fois que vous êtes arrivé en L3, donc imaginons on retourne un peu en arrière, là vous êtes en septembre de la L3, donc il y a 1 an pour toutes les deux. Comment ça se passe en fait, l'appréhension d'un Taj Mahal déjà passé, de quand est-ce que je dois faire mes dossiers, est-ce que je postule en session 1, session 2, est-ce que vous pouvez nous faire un peu votre retour d'expérience à toutes les deux s'il vous plaît? Moi, donc j'avais pas le Taj en septembre l'année dernière pour même penser à postuler au round 1, ni même 2. Donc j'avoue que c'est pas une question du tout que je me suis posée. Mais de ce que je sais, mais je pense que Félicie pourra mieux répondre à cette question. Juste, moi, on me déconseillait vachement de postuler au dernier round parce que, justement, pour des gens comme moi qui n'avions pas le Taj, on allait tous postuler après et la concurrence allait être encore plus importante. Donc voilà, mais Fel, je te laisse peut-être répondre parce que tu sais mieux que moi. Donc la question, c'est comment, quand on arrive en L3, qu'est-ce qui se passe? En fait, un peu ton rétro-planning, en gros, quand toi tu étais en L3, imagine enfin un pas de 1 an en arrière, qu'est-ce qui se passe un peu dans ta vie? Je retourne à la fac, j'ai mon Tage, quand est-ce que je postule, quand est-ce que je postule pas? Moi, je pense que j'ai un profil quand même assez particulier parce que j'ai eu mon Tage en septembre. Ouais. Donc, je reçois mon Taj en septembre et là, directement, j'ai eu Zine au téléphone. Donc, Zine qui est un enseignant Exactement, parce que du coup, là, j'étais un peu livrée à moi-même. Quelle session faire? Session 1, session 2, session 3, session 4, j'en savais rien. Donc là, heureusement que Prépaya était là pour me dire. Et donc, Zine m'a dit, fonce, tu fais la session 1. Et donc là, TOEIC, lettre de motive, oraux, machin. Et par rapport à est-ce qu'il vaut mieux faire une session 1, une session 2, une session 3, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle parce que certes, il y a beaucoup plus de gens qui postulent dans les dernières sessions, mais les premières sessions, c'est que des excellents dossiers parce que soit c'est des gens qui ont refait un M1, donc qui ont passé le Taj 4 fois et qui ont mais leurs dossiers sont prêts depuis 1 an, donc ils ont des dossiers de ouf, soit des gens qui ont été hyper prévoyants et en général, ils ont quand même des très bons dossiers. De tous les gens qui ont postulé dans ma session, c'est que des très bons dossiers. Donc certes, on est moins. En vrai, il n'y a pas de règle. Faut juste avoir un bon dossier, avoir un bon Taj et après, ça passe ou ça passe pas. Mais... Et est-ce que toutes les deux, vous auriez pris le risque, donc du coup, toi, typiquement, de postuler en session 1 et de ne pas être prise? Qu'est-ce que tu aurais fait? J'ai postulé en session 1. Oui, non, mais pardon, excuse-moi, tu aurais fait plutôt, si tu n'avais pas été prise en session 1, tu aurais fait quoi?
tenté de refaire une parisienne en M1 ou tu aurais intégré une autre école? En L3, imagine tu n'avais pas eu le SCP et les SEC. Moi, je serais restée à SAS parce que j'avais le CMI qui a un master qui est excellent, encore mieux que celui de l'EDEC, etc. Donc, dans mon cas, je serais restée. Mais je pense que si on a l'EDEC ou... Enfin, faut être relatif dans le sens où il y a des gens qui cubent et qui ont l'EDEC et c'est très bien, quoi. Donc... Ouais. Moi, je pense que j'aurais retenté en M1 et que je serais partie... parce que j'avais aussi postulé à Sciences Po. Où j'ai été admise, donc soit je serais partie à Sciences Po, mais sinon si j'avais pas le parachute Sciences Po, je pense que j'aurais fait sûrement un master à Assas pour retenter en M1. Oui, après tout est subjectif parce qu'encore une fois, en fonction de la fac de laquelle on vient, etc. Franchement, c'est super d'avoir un peu ce mindset où on veut viser des top écoles de commerce. La fac, en fait, elle nous donne la possibilité qu'on soit en fac, en DUT, en IAE, d'accéder quand même aux écoles top 10 de commerce. Et je trouve que c'est ça réellement la vraie chance. Maintenant, pour revenir un peu sur le TAJ, est-ce que vous, comment ça vous a impacté? Est-ce qu'on vous a parlé un peu du changement un peu des notes de l'ancienne version à la nouvelle version du TAJ Maj? Et quel a été votre ressenti par rapport à ça? Est-ce qu'au début, vous avez eu un peu du mal à juger votre score? Parce qu'on rappelle que pour les gens, la première session où les notes ont été augmentées, tout le monde a pris un pourcentage en fait, de hausse du TAJ Maj, mais sans réellement savoir pourquoi, avec les points négatifs qui ont été annulés. Dans mon cas, j'ai jamais passé le nouveau TAJ Maj. Okay. Donc j'ai juste vu mes notes haussées. Je n'avais un peu rien à faire parce que j'avais déjà fait mes dossiers. Okay. Mais en vrai, je trouve qu'on s'en fiche un peu. Ok, ça t'a pas eu de... Toi, tu avais passé le... Et moi, j'ai passé avec la nouvelle notation, donc en février. Et moi, ça m'a... Enfin, déjà, le fait de savoir qu'il n'y avait plus de points négatifs, ça m'a mise en confiance. Enfin, on est beaucoup moins stressé, on a beaucoup moins peur. Le TAJ, c'est quand même aussi une épreuve de rapidité. Donc, le fait d'hésiter ou pas à savoir si je réponds à la question ou si j'y réponds pas, je trouve vraiment que ça change quelque chose. Et même, c'est un peu plus motivant de se dire qu'on prend moins de risques quand on répond. Donc, pour moi, il y a carrément eu un gros changement. Est-ce que tu as abordé, peut-être pas les révisions différemment, parce qu'au final, ça n'allait pas changer grand-chose, mais le jour du test, on arrive dans cette grande salle à Noisy-le-Grand, il y a 300 personnes. Est-ce que du coup, ça enlève un stress de se dire il n'y a pas de points négatifs? Ou comment on aborde un peu le sujet c'est-à-dire, est-ce qu'avant, parce qu'on sait que donc, le TAJ Maj, donc les 6 sous-tests, vous avez 20 minutes par sous-test, et à la fin, il y a des parties où on calcule, etc. Même si on est rapide ou autre, on peut avoir 2-3 hésitations, mais on se dit, est-ce que c'est rentable de mettre là où j'hésite entre deux réponses, est-ce que c'est la A, c'est la B, versus peut-être avec cette nouvelle version où tu te dis, bah, je tente et c'est un peu au petit bonheur la chance, je peux avoir une chance sur deux, quoi. Moi, j'étais moins stressée pour mon 3e passage d'abord, parce que c'était le 3e, donc je connaissais les lieux, etc. Mais je restais quand même très stressée, et c'est pas parce que je savais que je pouvais répondre au hasard, par exemple, que je le prenais plus à la légère ou quoi. Franchement, oui, c'est sur le moment, quand on se rend compte et qu'on est en pleine épreuve de logique, par exemple, répondre au hasard, on perd moins de temps et concrètement, on va mettre la C au hasard. Mais on réfléchit quand même. C'est en français surtout, c'est mieux, non? En français, il y a tellement de questions où tu hésites. Et puis il y a 3 textes à lire en 20 minutes, répondre aux questions. Oui, moi personnellement, je n'ai pas tant ressenti. C'est plus dans la préparation ou psychologiquement se dire qu'enfin, il n'y a plus les points négatifs et au pire du pire, je ne sais pas et je réponds au pif. C'est vraiment juste un confort psychologique. Mais... Très clair. Y a un étudiant qui a posé la question de pourquoi tu as choisi le SCP à l'instar de Sciences Po. À l'instar de Sciences Po, je pense que c'est assez personnel dans le sens où ça dépend de comment je me projette dans l'avenir. Moi, j'étais hyper tentée par Sciences Po, surtout parce que j'avais beaucoup entendu parler de la qualité des enseignements et même les matières politiques et tout, j'ai toujours beaucoup aimé. Mais pour être honnête, le SCP, en fait, j'ai tellement travaillé pour ça que je ne me voyais pas enfin avoir les moyens d'y postuler, d'être admissible, puis d'être admise pour refuser le SCP. Je me suis dit aussi que le SCP, grâce à sa réputation, je sais que ça m'ouvrirait plein de portes.
Mais j'ai pas refusé Sciences Po. J'ai décalé ma rentrée à septembre 2026 pour justement me laisser le temps de réfléchir et de voir en fonction de mon expérience à l'ESCP. Et je pense que le mieux, évidemment, c'est de combiner les deux et de prendre ESCP et Sciences Po. Ce serait un super dossier, mais c'est pas si facile que ça. Mais donc, la raison principale, je pense, c'est pour la réputation de l'ESCP. Ok, très clair. Et maintenant, on a une question pour toi, Félicie. Est-ce que le CMI de Assas, c'est équivalent à l'EM Lyon et l'EDEC de ce que tu as pu voir, comprendre Tout dépend le parcours. En fait, si tu veux travailler dans l'actuariat, dans les métiers un peu ingénieurs, statistiques, le CMI, c'est mieux parce que c'est plus niche, c'est plus clair ce que tu fais. Par contre, si tu n'as pas d'idée de ce que tu veux faire et que tu veux compléter par une formation plus généraliste de renom, bah, vaut mieux prendre une parisienne. Mais c'est vrai que entre le CMI et l'EM, moi, j'aurais quand même hésité 2 fois. Ok, donc elle est très claire. Et qu'est-ce que je vais dire? J'ai une autre question pour toi. Je ne sais pas si on l'avait dit au début, mais du coup, tu avais été prise à l'ESCP et à l'ESSEC. Ouais. Si on regarde un peu les classements des écoles depuis 15-20 ans, où c'est un peu tout le temps la même chose, on va voir HEC, ESSEC, ESCP. Quel est le choix, en fait, quel est l'arbitrage de se dire, je vais aller à l'ESCP versus l'ESSEC? Alors déjà, c'était un choix horrible à faire. Okay. C'était cornélien, quoi, un peu. Comment? C'était cornélien, enfin, tu savais pas trop quoi choisir. Horrible, parce que j'ai fait un pile ou face à la fin. Voilà. Mais maintenant, je suis convaincue de mon choix. En fait, déjà, quand on se met dans la tête qu'on n'a pas fait de prépa et qu'on a le droit de refuser la deuxième plutôt que la troisième quand il n'y a pas tant de différence que ça, et ben en fait, le choix, il est complètement différent. Parce que, en fait, si tu as HEC, bien sûr que tu vas HEC. Maintenant, sur un dossier entre quelqu'un qui a fait l'ESSEC et l'ESCP, ce qui va les différencier, c'est pas l'ESSEC ou l'ESCP, c'est les stages. Et ce qui différencie aussi quelqu'un sur son CV, etc., c'est ce qu'il a fait de son école. Donc, s'il s'est engagé, s'il a voyagé, s'il a bien aimé. Et en fait, quand on parle de son école dans un entretien pour un stage, si tu as aimé ton école et ce que tu en as fait, ça fait vraiment la différence. Et moi, je savais que je correspondais plus à l'environnement de l'ESCP plutôt que celui de l'ESSEC. Et je voulais pas choisir l'ESSEC par ego et être malheureuse là-bas. Et je regrette pas mon choix. Ok, très clair. Mais c'est vrai que quand tu réfléchissais justement à partir à l'ESCP ou l'ESSEC, le fait que l'ESSEC soit la deuxième, c'était presque le seul critère qui te faisait hésiter. Et quand j'appelais des gens qui avaient eu les deux et qui avaient choisi l'ESSEC, ils me disaient tous, j'ai choisi l'ESSEC par ego. Oui. Parce qu'en fait, l'ESSEC, c'est bête, mais c'est à Cergy. Et si tu veux voyager, c'est à Singapour. Donc, tu décides pas d'aller à Singapour sur un coup de tête. Alors qu'avec l'ESCP, tu peux aller tous les 6 mois à Londres, à Turin, à Madrid. Et à Berlin aussi. À Berlin. Et Varsovie. Oui, voilà, partout en Europe. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'on est des AST, donc on n'a pas forcément accès aux associations. Ouais. Et le fait de bouger avec ses amis dans d'autres villes, d'être en coloc, etc., c'est là où tu crées des vrais liens. Alors que quand tu es à l'ESSEC, souvent les gens, donc à l'ESSEC, un vrai avantage, c'est le parcours à la carte. Donc tu peux mettre tous tes cours sur le lundi, mardi, voire mercredi matin. Donc trop bien, mais donc ça veut dire que chacun, le mercredi après-midi, prend son RER et rentre chez lui, et il n'y a plus aucun contact. Donc certes, il y a un campus, mais à quel prix? Non, ouais, très, très, très clair par rapport à ça. Et à quel... est-ce que vous avez réfléchi typiquement à postuler, parce que toutes les deux, du coup, vous aviez des super dossiers académiques à Assas. Est-ce que vous avez réfléchi à postuler à Dauphine, à des masters, typiquement, ou pas? Moi, oui. Okay. Justement, parce que j'avais pas de TAGE, donc je regardais les formations auxquelles je pouvais postuler sans TAGE. Et j'ai postulé à Dauphine dans 3 masters. Donc à Dauphine, on peut postuler à 3 masters et on doit les classer selon nos préférences. Et donc, j'ai postulé au master économie et finance, au master finance et au master international business. Et j'ai été prise à aucun des 3. Alors que j'avais un bon dossier académique. Ambiance. Voilà. Et toi, tu avais postulé à des masters à Dauphine? Pas du tout. Moi, j'en avais marre de la fac. Et bon, quand j'ai eu l'ESSEC et l'ESP, je ne sais pas pourquoi
Mais je dénigre pas du tout Dauphine ou quoi. Je pense que c'est une hyper belle alternative. Surtout en finance, master Bien finance sûr. et tout. Nous, d'expérience, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de la Sorbonne ou Assas qui veulent absolument faire Dauphine parce qu'en fait, même dans les réseaux des parents, etc., on peut dire que, ou même de la manière dont c'est vu, qu'on veuille faire du conseil en stratégie, de la banque d'affaires, ou même des métiers en commerce, enfin en règle générale. Dauphine est très bien vu, au même niveau que les parisiennes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants de la Sorbonne et Assas, nous, en fait, on leur déconseille de partir en master à Dauphine parce qu'en fait, on a remarqué que tendanciellement, dès que vous passez de Assas ou la Sorbonne à Dauphine, vous perdez très vite 2 points de moyenne. Et en fait, ça arrive que si au final, on veut rechanger et on veut refaire une école de commerce derrière, on se retrouve avec un dossier où on a 14 de moyenne à Assas ou 15, pareil à la Sorbonne, et on se retrouve avec 13 de moyenne à Dauphine ou même 12, et du coup, c'est compliqué pour le Mais dossier. du coup, là, tu évoques 2 points en vrai qui sont complètement différents. Tu as le point où tu prends Dauphine pour après avoir une parisienne, et moi, ça, je le déconseille à 100%. Ouais. Et le point de faire un master à Dauphine, et c'est ton master, et après, tu rentres sur le marché du travail, et c'est génial. Bien sûr. Mais le point d'aller à Dauphine pour perdre 3 points de moyenne, je déconseille. Très mauvaise idée. Ah ouais. Et surtout des étudiants qu'on a eu d'expérience, qu'ils soient en master finance ou autre à Dauphine, en école, vous avez quand même un rythme qui est un peu moins soutenu, dans le sens que vous avez des groupes project, vous allez avoir les échanges, vous allez avoir des périodes de mid-term ou de partiels à la fin qui sont quand même moins conséquents que le travail que vous avez pu fournir à la fac. Et à Dauphine, en fait, c'est encore pire parce que les étudiants vont se retrouver à être typiquement les masters type le M1 Finance, en fait, vous êtes en concurrence pour les mêmes stages avec toutes les personnes. Encore une fois, si on se spécialise encore plus et qu'on va faire le 225 à Dauphine ou le 203, qui est le master en finance de marché, en fait, toute votre promo, vous allez être en compète pour les mêmes stages. Et donc, c'est ça l'avantage de l'école de commerce. Est-ce que d'ailleurs, vous avez l'impression déjà qu'on commence à vous booster un peu pour chercher vos stages, même si c'est dans c'est au cœur des discussions, honnêtement. Déjà. Mais en fait, rien que pour ça, une école de commerce, et je pense que c'est en ça que c'est un peu différent des universités ou des facs, c'est qu'on a déjà des forums qui sont organisés avec des cabinets de conseil en stratégie, etc., pour justement réseauter, trouver nos stages, en apprendre sur l'expérience des gens. Et au-delà même des forums qui sont organisés, on a très souvent des conférences pour nous aider à travailler des études de cas pour ceux qui sont intéressés par des stages en conseil. On a des intervenants qui viennent, même nos professeurs, souvent, au-delà d'être professeurs, travaillent eux-mêmes dans des cabinets de conseil, dans des fonds, etc. Et je pense que c'est ça vraiment une des grosses forces d'une école de commerce. Et surtout le réseau. Ouais. Enfin, en fait, tu cherches un stage par exemple dans une banque d'affaires. Tu tapes sur LinkedIn, le cabinet Rothschild, ESCP. Tous les anciens de l'ESCP seront trop contents de donner des conseils parce qu'il y a le réseau alumni qui est hyper fort et on ne se rend pas compte à quel point ça fait la différence dans notre carrière professionnelle. Rien que là, pour chercher un stage, c'est génial. J'ai une question sur laquelle je vais répondre sur est-ce que c'est bien de bosser le Taj Mahal avec les livres? Alors moi, par honnêteté intellectuelle, avant de m'inscrire à Prépaya, je me suis dit, un peu par ego, je vais essayer de bosser avec un livre. Et en fait, déjà, c'est très mal organisé. C'est assez compliqué en fait à comprendre la structure. On se perd et on se noie en fait dans un amas d'informations où on a, 700 pages de questions. On ne sait pas trop par où commencer. Et en fait, une fois inscrit à la prépa, j'ai regardé les différentes éditions des Taj. Et même en bossant à la prépa maintenant, je vois les nouveaux livres qui sortent. Et en fait, c'est toujours en fait les mêmes questions depuis 2012-2013. Et en fait, on change pas réellement, on n'adapte pas. Ils ont un peu gardé le même programme. Donc c'est pour ça que je conseillerais pas aux personnes en fait de prendre un livre, parce qu'en fait le livre, même si vous avez une bonne note au Taj Mahal, en fait vous avez aucune préparation, que ce soit sur les dossiers, les oraux, le TOEIC. Donc en fait ça va pas du tout vous aider. Ça va pas du tout vous aider. J'ai une question maintenant à vous poser sur la préparation du TOEIC. Parce qu'en venant de fac française, alors oui, vous avez fait un échange à Madrid, mais j'imagine que c'était pas à l'ordre du jour de parler anglais. Comment vous avez préparé le TOEIC? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui redoutent un peu cette épreuve. Ils savent pas entre IELTS, TOEFL, TOEIC. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces étudiants? Ce qu'on peut dire à ces étudiants, c'est qu'il faut... Moi, je pense que j'ai vachement hésité aussi entre passer un TOEIC ou un IELTS, parce que du coup, je présentais aussi Sciences Po qui, eux, demandaient un IELTS, etc. Donc, c'était une grande question.
Et j'ai pris le TOEIC parce qu'en fait, je savais que toutes les écoles de commerce demandaient un TOEIC pour les AST français. Et comment j'ai travaillé? Très honnêtement, 1 semaine, mais à fond, avec l'aide des TOEIC blancs de Prépaya. Je l'ai passé à Madrid, moi, le TOEIC, pendant mon échange. Mais après, c'est vrai que je l'ai bossé 1 semaine, mais j'avais une bonne base en anglais. Je pense que ça dépend un peu de chacun, mais entre TOEIC, par exemple, IELTS et TOEFL, c'est connu que c'est le TOEIC qui, a priori, est le moins dur, que c'est vraiment une question de méthodologie, le TOEIC, et que en travaillant honnêtement pendant 1 semaine, en étant rigoureux, c'est pas très dur. Mais je me permets de dire aussi que le SCP, un de ses critères, c'est en dessous de 900 au TOEIC, on ne prend pas. Très honnêtement, il faut viser au moins 945, je pense, parce que c'est quand même hyper important dans leurs critères de sélection pour les dossiers. Bien sûr, et même d'autres écoles, typiquement l'EDEC, que vous ayez 980 ou 990, votre note va être de 16 sur 20. Et au final, en fait, on voit qu'on ne peut pas maximiser plus de points. Et en fait, on a l'avantage, le TOEIC, pour les gens qui ne connaissent pas trop l'épreuve, en fait, c'est seulement de la compréhension écrite et compréhension orale. Autrement dit, en fait, c'est un QCM. Vous avez des écoutes, des photos ou autres, vous devez répondre. Et après, vous avez des QCM, que ce soit sur des textes, sur des fautes de grammaire ou autres. Et vous n'avez aucunement en fait, une expression orale ou une expression écrite, notamment l'expression écrite à l'IELTS où les gens perdent beaucoup de points. Vous n'avez pas du tout ce côté un peu complexe. C'est-à-dire qu'en fait, on peut réellement, et je le pense sincèrement, ne pas forcément être très bon en anglais et avoir une bonne note au TOEIC. Et toi, concernant le TOEIC, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai pareil que Candice, la même méthode de révision. Juste rajouter qu'il ne faut pas du tout négliger le TOEIC, qui compte autant que le Taj-Maj. Et je trouve qu'on parle trop du Taj-Maj, pas assez du TOEIC. Parce que j'ai vu des amis avec des aussi bons Taj, très bons dossiers. Et juste, c'était le TOEIC qui n'allait pas. Et ils se sont fait recal. Alors qu'avec un bon TOEIC, je pense que leur dossier serait passé. Et donc souvent, le TOEIC, c'est ce qu'on fait en dernier. Mais je pense qu'il faut quand même anticiper un peu le TOEIC et pas se retrouver comme certains de mes amis qui ont dû prendre des trains pour choper les dernières places à Lille. C'était leur 6e passage en 1 semaine. Voilà quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une organisation qui est assez complexe par rapport au TOEIC. En fait, méfiez-vous. Ouais, méfiez-vous dans le sens que en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont arriver en début mars ou autre chose, qui vont être là avec leur score de Taj, le dossier qui est prêt, les lettres qui sont prêtes, et panique à bord, on n'a pas de TOEIC, on n'a plus de place. Ouais. Et en fait, il faut se rendre compte qu'il y a vraiment un recul à prendre, et c'est super important en fait d'avoir cette organisation pour pouvoir en fait caler le TOEIC à l'intérieur également. Si on revenait un peu sur votre L3, donc toi j'ai compris que le Taj-Maj, donc c'était facile la L3. Non, je rigole, mais sans plaisanterie. Comment, Candice, toi, tu as fait pour organiser, en fait, on va dire, tes révisions entre les différents créneaux que Prépaya proposait, les Taj-Maj blanc le week-end, l'accès à la plateforme Teachero et tes cours, en fait. Est-ce que, d'ailleurs, tu aurais pu... tu penses que tu aurais réussi, donc on parlait des livres tout à l'heure, est-ce que tu aurais réussi à avoir une aussi bonne note au Taj, sans encadrement, sans prépa, sans parler de l'aide aux oraux, etc., on en reviendra après, mais... Juste en fait, de manière organisationnelle, est-ce que tu aurais réussi à faire ton emploi du temps, parce que quand même tu as des très bonnes notes à la fac, bosser la fac, les partiels, etc. En ce qui concerne le fait de travailler avec un livre et sans Prépaya, très honnêtement, et Félicie pourrait témoigner, pour mes 2 premiers passages du Taj-Maj, j'allais pas à la semaine intensive de Prépaya. Et je pense que ça a été une de mes plus grosses erreurs, parce que on me forçait pas à travailler le français, donc je le négligeais. L'environnement dans lequel j'étais, oui, j'étais seule, je suis quelqu'un de sérieux, donc je sais travailler quand même, mais le fait d'être stimulée intellectuellement par tous ceux qui passent ta session avec toi, on est là, on se conseille, je pense que c'est vraiment hyper important. Donc évidemment, j'ai pas essayé de faire avec des livres. Moi, quand je travaillais seule, entre guillemets, c'était surtout via la plateforme Teachero qui est top, mais qui remplace absolument pas quand quelqu'un t'explique, un Youth, un Zine t'explique. Enfin, ça n'a rien à voir pour moi. Tu bossais pas le même volume horaire que tu fais en intensif. Ah oui, non. Tout seul, on se tape pas une déterre de faire de 10h minuit, 1 heure de pause déj, ça n'existe pas. Ouais. Et quand je suis rentrée de Madrid et que j'ai passé mon Taj en février, donc j'avais cours à Assas. Et honnêtement, après j'étais une grande stressée, donc j'ai peut-être
un peu forcé, mais pendant 1 mois avant mon passage, je faisais que alterner entre Assas et Prépaya. Quand j'étais pas en cours à Assas pour mes TD obligatoires, j'étais à Prépaya. Et si à Prépaya, à l'heure à laquelle j'étais, il n'y avait pas de cours prévus, parce que c'était ni session du matin ni le soir, mais entre les deux, bah, je faisais à Fonticero ou alors je révisais les polycopiés. Et par exemple, la semaine intensive juste avant mon stage en février, j'ai pas mis les pieds à Assas. Je ne suis pas allée en cours de la semaine justement pour tout donner pendant cette semaine intensive. Et je pense que, enfin, j'ai compris la bonne méthode à adopter. Mais c'était sportif, mais c'est complètement faisable. Il suffit de se dire que ça dure 1 mois et que... et je regrette pas du tout de m'être enfermée parce que je suis très contente maintenant. Mais oui, sur le moment, c'est stressant, c'est évident. Par rapport aux oraux maintenant, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions un peu en mode bon, bah, maintenant je suis admissible, qu'en est-il? Comment je me prépare aux oraux? Est-ce que c'est important d'avoir déjà tout son projet pro qui est prêt, tout connaître sur le bout du doigt de l'école? Est-ce qu'on va me poser la question qui est le directeur de l'ESCP? Qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme ESSEC? Où sont les campus, les crédits, etc. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette phase un peu en amont peut-être de l'admissibilité, ou si vous avez commencé à bosser les oraux une fois que vous aviez l'admissibilité, peut-être pour pas vous porter l'œil ou quoi, mais ou par peur en fait de bosser trop en avance et vous vouliez attendre les résultats? Moi, j'ai attendu d'être admissible pour travailler les oraux. Et encore une fois, Prépaya, je trouve que ça a été génial parce que grâce à Prépaya, on s'inscrit concrètement sur un Excel et on a le droit de faire 2 à 3 euros par jour avec des anciens élèves de Prépaya qui sont soit HEC, soit l'ESSEC, soit le SCP, EDEC, EM. Et en fait, on peut se dire, bon, c'est des élèves, je vois pas trop en quoi ils vont avoir le bon regard critique pour me juger et juger ma performance. Mais en fait, ils nous partagent leur expérience, ils nous redisent tout simplement les questions qui leur ont été posées. Donc en fait, petit à petit, on se crée une liste de questions à connaître par cœur, etc. Donc rien que pour ça, je trouve ça hyper efficace. Moi, en plus, j'avais mon oral de l'ESCP un mercredi, celui de Sciences Po le vendredi. Donc je travaillais les 2 oraux en même temps et vraiment, j'étais stressée parce que c'est dans des domaines qui n'avaient rien à voir en plus. Et Prépaya, je trouve vraiment que ça a été génial. J'ai travaillé que à partir du moment où j'ai été admissible, mais j'ai eu la chance, j'ai eu une date qui me laissait 5 jours pour travailler. Je sais qu'il y en a qui passaient le surlendemain presque, ou je ne sais plus. Mais je me suis aidée de Prépaya et évidemment de mes proches, de parents d'amis ou de parents de mes parents, d'amis de mes parents, pardon. Donc, mais vraiment, Prépaya, j'étais hyper agréablement surprise pour la préparation des oraux. Et comment une fois que tu as eu ton admissibilité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à dire, oula, est-ce que je relis mon CV? Est-ce que j'appelle des gens en panique en mode je suis admissible? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas relu mon CV parce que le CV, je l'avais envoyé comme tel, donc je me suis dit que c'était très bien. En revanche, ce que j'ai fait typiquement, c'est que j'ai imprimé mon CV. Et en fait, j'avais l'appréhension de me dire, oui, j'ai fait des trucs bien et intéressants, mais est-ce que je sais les rendre intéressants en parlant? Ouais. Je pense que c'est autre chose. C'est hyper dur de se rendre intéressant et tout, parce qu'il faut quand même avoir une certaine estime de soi aussi au-delà de ça. Non, mais c'est vrai, il faut savoir parler. Et donc, j'ai imprimé mon CV, je regardais chaque ligne de mon CV au crayon à papier, je remettais des mots-clés et vraiment essayer de construire un fil rouge pour mon oral, parce que plutôt que de lister tout ce que j'avais fait, certes, t'es bon techniquement, t'as compris ça, mais il faut aussi donner envie à la personne. On nous disait vachement que les juristes, c'est des personnes qui se posaient la question, est-ce que j'ai envie de partager mon école avec l'étudiant qui est face à moi? Et franchement, donc en fait, c'est aussi une façon de charmer la personne qui est en face de soi. Et donc, ouais, moi, j'ai imprimé mon CV, je me suis entraînée à fond, j'ai relu, même j'avais pris note dans tous mes stages, donc j'ai relu tout ça. Et je pense aussi que c'est au-delà des personnes de Prépaya qui ont eu cette expérience d'entretien, ça peut être hyper intéressant de le faire même avec ses parents qui peut-être sont pas du tout dans le même secteur que ton projet pro, mais qui justement ont un avis hyper extérieur et donc qui peuvent poser des questions qui paraissent peut-être débiles ou enfantines, mais qui finalement te permettent de te remettre les pieds sur terre et de te dire t'as 20 ans, c'est pas grave si tu connais pas tout le secteur professionnel dont tu parles. Enfin, faut aussi être réaliste et savoir qu'on n'a pas fait non plus 40 000 choses dans la vie, quoi. En fait, les gens prennent très peu de recul par rapport à ça, dans le sens qu'en fait, ils vont arriver en mode je dois connaître l'école par cœur, le truc, les profs, parler à tous les alumni. Mais au final, on sait que vous êtes des gens qui ont 20, 21, 22, 23, peut-être 24 ans, qui vont postuler à des écoles de commerce. C'est normal que vous n'ayez pas 3 ans d'expérience pro ou
ou avoir monté 3 boîtes, ou ce genre de choses, quoi. Toi, concernant ton expérience, du coup, un peu, une fois que tu as eu ton... Je pense que déjà, au niveau des révisions, tu disais qu'on commence à travailler après les résultats d'admissibilité, oui, mais quand tu fais tes dossiers, quand tu fais tes lettres, que tu cherches ton projet pro, que tu le relis à l'école, que tu cherches le cours, le prof, les chairs, machin, tu as déjà fait une grosse partie du travail. Donc, pas négliger la partie des lettres de motivation parce qu'on fait déjà 50% du taf. Et après, pour les oraux, alors j'ai trouvé que c'était un exercice hyper stimulant, mais hyper compliqué, parce qu'il faut mêler la forme et le fond, que tu sais, t'as peur de sur qui tu vas tomber, t'entends des histoires horribles. En vrai, Ouais, il y a pas mal de... ah ouais, il y a pas mal d'étudiants, ouais. écoutez pas trop les avis des autres, dites-vous juste qu'en face de vous, en vrai, vous avez des humains qui recherchent des humains. Euh, Ils vous demandent pas, soyez pas des marchands de tapis, juste soyez authentiques et, et soyez hyper calés sur les questions pourquoi moi, pourquoi cette école, pourquoi ce projet pro, les questions de base et après si vous n'êtes pas, si on n'est pas débile, on sait quand même répondre à des questions Non, bien sûr, de ouais, manière authentique. faut pas se laisser abattre et pas trop stresser. Il y a beaucoup d'étudiants qui pensent qu'en fait, plus on va monter en gamme dans les écoles, donc HEC, SEC, ESCP, EM et DEC, en sachant qu'en fonction des spécialisations, on a les DEC qui peut être meilleur que l'EM, bref. Euh, et on se dit que plus l'école est prestigieuse, plus l'oral va être dur. Mais au final, en fait, je pense que c'est une question de feeling avec la personne. Moi, je me rappelle que mes jurys à l'EM Lyon, je pensais quand même avoir bien réussi. J'ai eu 5/20, donc j'étais un peu surpris. Mais par contre, à l'EDEC, j'avais vu que ça s'était bien passé, mais il y avait... la personne elle était un peu froide peut-être au début. Et pourtant, j'ai eu 19/20. Donc en fait, peut-être que Ouais. l'appréciation à l'instant T, dès qu'on prend un peu de recul, ça peut être un peu, Mais c'est ça qui est horrible à l'oral, c'est que ça dépend tellement de ton jury. Et limite, la chose la plus importante, c'est d'arriver, d'observer ton jury, observer à quel moment il sourit, à quel moment il ne sourit pas, voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et là, de réussir. Limite, il faut avoir 3 personnalités et adapter sa personnalité à ton audience. Parce que ça, tu le fais en live et c'est un exercice qui est hyper, hyper compliqué. Est-ce que vous pouvez, selon vous, et après je vais peut-être corriger en fonction de votre avis, les moyennes qu'il fallait avoir pour intégrer en fait le top 3 écoles de commerce? Et est-ce que c'est une bonne question en sachant qu'on peut les dissocier du TAJMAJ ou du TOEIC ou c'est pas possible? Dans le sens, est-ce que je peux, est-ce que je peux intégrer, est-ce que j'ai 15 de moyenne à la Sorbonne ou à Assas? Est-ce que si j'ai pas un bon TAJ et pas un bon TOEIC, est-ce que je peux être admissible à l'ESSEC et l'ESCP? En fait, on voit de tout. Mais cette année, ça a été la guerre. Enfin, cette année, c'était... Il y a eu que des bons dossiers pris, beaucoup de bons dossiers refusés, des gens pris à l'ESSEC mais pas à l'ESCP, des gens pris à l'ESCP mais pas à l'ESSEC, des gens pris à l'ESSEC mais pas à l'EM. Enfin, du grand n'importe quoi. Donc moi, j'ai juste envie de dire, donnez le meilleur de vous-même, obtenez les meilleures notes que vous puissiez avoir pour ne pas avoir de regrets. Parce qu'après, derrière, c'est la guerre. Désolée, mais... J'ai rien à ajouter là, je suis vraiment du même avis. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les écoles, elles vont avoir des appréciations un peu différentes en fonction en fonction en fait de l'université de laquelle vous venez. C'est-à-dire qu'on sait qu'en fait, les écoles, elles peuvent, on va dire, favoriser en termes de moyenne, parce qu'on peut se dire que ça peut être plus dur, les facs parisiennes. Et d'autres facultés en province, peut-être mettre une note de dossier un peu moins bonne, mais au final, c'est la filière réellement qui compte, dans le sens que si vous venez d'une filière économie-gestion, vous allez avoir à peu près la même note au dossier pour l'EM, l'EDEC ou les autres écoles, tandis que les parisiennes, elles vont faire un peu plus attention en fait aux moyennes que vous allez pouvoir avoir, en fait durant toute votre scolarité, donc votre L1, L2, L3. Typiquement, c'est assez marrant parce que les écoles, elles peuvent juger un peu différemment les dossiers. Moi, j'ai fait le SCP, vous aussi, donc vous savez en fait que c'est un peu la roulette russe. Il y a 2 ans, il y a eu une quinzaine d'admis à la Cato de Lille. Et cette année, le major des promos recalé de la Cato de Lille. Et voilà, typiquement. Donc en fait, ça montre quand même qu'il y a il y a quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à comprendre avec les écoles et encore plus particulièrement le SCP. Parce que en fait, nous, on est plus sûr quand on vous envoie, toi, quand on t'a envoyé,
ton admissibilité à l'ESSEC, on peut être sûr à 90-95% versus le SCP où c'est beaucoup plus compliqué et les critères, on ne sait vraiment pas. Pour le coup, on ne savait pas non plus pour l'ESSEC parce que j'étais en L3 et j'étais une des premières élèves L3 à postuler. C'est vrai que c'était une des premières promos, ils ont changé il y a 2 ans. Ouais. Revenir sur le fait que c'est ça ce qui est cool aux oraux, c'est que pour le coup, c'est pas la roulette russe. Et si tu réussis ton oral, tu auras ton école. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un sentiment d'injustice après un oral. En général, tu le sens quand tu as réussi à accrocher ou pas. Il y a un côté injuste sur le fait que tu peux tomber sur un jury qui t'aime ou qui t'aime pas pour des raisons pas forcément objectives. Mais c'est pas la roulette russe comme un dossier. Voilà. Bien sûr. Non, ça c'est très clair. Et en fait, les gens doivent comprendre qu'en fait, le dossier... Moi, j'ai pas mal de personnes quand ils viennent s'inscrire en mode est-ce que je peux avoir... on n'est pas au marché non plus, mais est-ce que c'est possible d'intégrer HEC ou l'ESSEC ou le SCP avec mon dossier? J'ai 12, 13 de moyenne, j'en sais rien, je suis en IAE, en BUT, en DUT à la fac. En fait, les gens doivent comprendre que les notes, c'est vraiment une seule composante du dossier. On peut aujourd'hui vous montrer qu'on sait qu'il y a un coefficient pour votre dossier, il y a un coefficient pour tout ce qui va être CV ou autre, pour le TAJMAJ et pour le TOEIC. Donc en fait, un étudiant qui arrive avec même un 13 de moyenne en droit à Assas, et on sait à quel point c'est dur, mais qui au final n'a pas une bonne note au TAJMAJ ou au TOEIC, en fait, il y a une espèce de grille sélective qui va se faire et ça pourra pas coïncider malheureusement. D'ailleurs, si je peux revenir sur la fac, vous étiez toutes les deux en asso, il me semble, non? Oui. Comment vous avez réussi à coïncider pas forcément sur le TAJMAJ ou autre, mais gérer en fait un peu les assos, votre taf un peu compliqué? On n'a pas géré. Pas de langue de bois. Non, mais parce que en fait, c'est juste mettre le bon curseur sur à quel point tu veux être investi dans ton asso et comment tu gères tes priorités. Et donc, nous, on était vraiment motivés à l'idée d'intégrer une école de commerce. On s'est retiré, entre gros guillemets, de notre vie associative. Évidemment, on participait moins, on était moins investis. Mais en fait, c'est comme ça aussi que marche une asso, c'est des générations qui prennent la relève. Faut pas s'inquiéter sur comment gérer avec mon asso. Je suis trésorier, je me sens hyper responsable, évidemment, j'en doute pas, mais il faut quand même avoir bien conscience de ses priorités, je pense. Et selon vous, si vous avez des amis qui n'ont pas forcément intégré le top 8 ou qui n'ont pas réussi à avoir une bonne note au TAJMAJ et au TOEIC, c'était dû à quoi principalement? Est-ce que ils se concentraient trop sur la fac? Après, la vie étudiante, etc., ça on va pas se jeter la pierre. Mais c'était quoi? C'était un manque d'organisation selon vous? Moi, je pense que souvent, c'est les notes qui ont été pas très bonnes en L1, L2 parce que manque d'anticipation. T'arrives à la fac, il n'y a personne pour te dire de travailler. L'enjeu du master, il arrive 3 ans après, donc ça te paraît hyper loin. Tu te rends pas compte que tes notes construisent ton dossier pour ton école de commerce et malheureusement, c'est trop tard. Et même si tu fais une L3, un M1, tes notes de L1, L2, elles ne s'effacent pas. Donc pour moi, c'est ça le point faible. Ok, très clair. Et toi, ça a un peu le même avis, t'as l'impression? Ouais, moi, oui, j'en profite pour répondre aussi à ce que tu disais avant sur quelqu'un qui est en DUT, qui a 12, 13 et tout. Moi, je pense que quand même, c'est hyper important d'avoir une base académique solide. Rares sont les personnes que je connais qui avaient moins de 15 de moyenne, par exemple, à Assas. Il faut quand même faut pas avoir la prétention de se dire j'ai une super note au TAJ, une super note au TOEIC, j'ai fait tel stage, j'ai fait telle expérience à l'étranger. Ok, j'ai 13 à Assas, ça devrait passer? Non. Selon moi, non. Ça passe pas pour des parisiennes. Ouais, pour certaines écoles, c'est vrai que c'est plus complexe. Pour en fait, ce qu'on veut dire, je pense, c'est que pour le M Lyon et l'EDEC, normalement, il n'y a pas de sujet, mais en fait, on ne se retrouve pas à l'ESCP ou à l'ESSEC par hasard. Non. C'est vraiment un travail qui est mûri depuis un moment. Et je pense que vous, ce qui vous a vraiment aidé, ça a été d'avoir des très bons scores depuis le début. Vous êtes mis vraiment dans un mindset où vous vouliez avoir quand même une super école dès le début. Surtout, moi, je trouve qu'en fait, on a quand même l'avantage. Moi, j'étais un peu dans le même cas de figure que vous, dans le sens que j'aurais pu aller en prépa après le lycée. Au final, on est très peu informé sur tout ce qui est les AST ou autres. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, on a l'opportunité d'intégrer une école du top 5. Alors que vous voyez, vous avez des amis peut-être qui ont fait des prépas, quel est l'effort en fait que ça demande? Alors oui, on va vous dire que certaines boîtes type McKinsey, Bain, BCG, Rothschild, Lazard, Goldman Sachs, ils vont plutôt screener les gens qui ont fait des prépas peut-être pour les premières parties de césure, mais en réalité, c'est pas vrai.
Enfin, dans le sens que moi, je pense que j'ai 50 amis qui ont fait des AST et aujourd'hui travaillent dans les fonds, les boutiques, les banques les plus prestigieuses. Si on arrive à me trouver vraiment 10 CV où chaque personne qui est en classe prépa est favorisée par rapport à quelqu'un qui a fait AST et déjà un premier stage en M&A ou autre, bah, moi, ça m'étonnerait réellement. Pour avoir parlé à des personnes du métier et consulté des personnes, je pense que c'est un peu faux. Si je devais poser une question aussi sur... on vous a parlé un peu des masters spécialisés. Est-ce que vous aviez peut-être déjà votre voie, vous aviez fait des stages ou autre, et vous vous êtes dit pourquoi pas faire un master spécialisé versus un programme grande école, ou ça n'a jamais été à l'ordre du jour? Personnellement, jamais été à l'ordre du jour. Je me suis jamais vraiment renseignée. Je visais surtout les programmes grande école, enfin les MIM. Les masters spé, vraiment, je saurais pas. Je m'y suis pas du tout intéressée. Pareil, mais je pense que, par exemple, si on est sûr de vouloir travailler en finance, le master de l'ESCP en finance est excellent. Moi, là, j'ai une amie qui vient d'être prise chez JP Morgan en Master in Finance de l'ESCP, alors que certains en Master in Management ne l'auront pas. Donc, si votre voie, c'est la finance, en vrai, postulez au Master in Finance parce que vous aurez peut-être plus de chances de l'avoir. Les cours vont plus vous plaire, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, quand tu arrives en école de commerce, en MIM, tu as beaucoup de cours marketing, etc. Donc, si tu aimes la finance, tu vas te faire chier, en fait. Après, ce qui est très vrai aussi, c'est que Philippe Thomas, donc, qui est le directeur du master de finance de l'ESCP, qui est un ancien banquier de chez Merrill Lynch, il me semble, lui, il est très formaté pour envoyer des gens en summer, en M&A, etc. Et en fait, lui, le premier critère qu'il va regarder, la première stat qu'il va donner, c'est X% d'étudiants qui ont intégré les Belge Bracket, enfin les meilleures banques en fait américaines ou les meilleures boutiques, parce que c'est ça qui compte réellement. Versus une école de commerce, ou surtout quand vous avez pu faire Assas, on va dire des matières assez théoriques, vous travaillez vraiment toujours de votre côté, très peu de projets ou autre. L'avantage de l'école de commerce, ça a été vraiment en fait vous avez en fait un épanouissement, je trouve, personnel, parce que vous allez prendre vos cours, un peu vos spé. À l'ESCP, vous avez 3 spé différentes. Enfin, c'est dingue en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pris des spé de sujets qu'au début, je pensais que je m'en fichais un peu. Au final, j'ai trouvé ça super intéressant. C'était lesquels? Moi, j'avais pris tout ce qui était environnemental, et donc ça c'était assez intéressant. Alors qu'au début, non, franchement non, parce qu'en fait les profs, ils sont quand même assez passionnés. C'est des personnes en fait qui viennent de cabinets de conseil, qui ont bossé vraiment sur des projets, sur des thématiques réelles. Donc en fait, on se retrouve pas avec le côté, je trouve, école de commerce, t'achètes ton diplôme, c'est bullshit. Je trouve qu'il y a quand même un réel intérêt, et même on te formate, que ce soit aux entretiens, aux échanges, et à structurer un peu ta pensée. Le fait de bosser avec des gens à l'ESCP, je crois qu'il y a, je sais même plus combien de nationalités, mais il y en a plus de 70, je pense, ou 60. Tu te retrouves à bosser avec des gens, il y a une autre culture du travail, de l'échange ou autre. Et alors qu'à la fac, on est très dans un mindset franco-français. Donc c'est ça qui est assez intéressant. On va bientôt arriver à la fin. Si vous donnez un conseil un peu chacune à des étudiants qui sont en L1, L2, L3, qui sont à la fac et qui se disent j'aimerais bien faire comme ces deux jeunes demoiselles et intégrer une école parisienne, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? À part de beaucoup travailler, bien sûr. J'allais vraiment dire bosser. Ouais, j'imagine. Ouais. Un conseil. Moi, je dirais l'anticipation. Bien anticiper à quel moment tu passes ton TAJ, à quel moment tu passes ton TOEIC. Est-ce que ça va se coordonner avec tes partiels? Est-ce que si ça arrive en même temps, c'est pas l'idéal. Donc, anticiper. Faites un rétro-planning, vous regardez les dates d'échéance, quand il y a des tâches mages, pour avoir tout en tête et pas faire des choses à l'arrache alors que vous auriez pu les faire au calme et d'une meilleure manière. Et le gros plus que Prépaya vous a donné sur votre expérience et vos premiers pas, après vos premiers pas en école, vous faites comme des grandes filles, mais ce que je veux dire, vos derniers moments à la fac, comment on vous a aidé avec tâches mages, TOEIC et même les dossiers, les oraux, les moments un peu de doute peut-être aussi? Moi, Prépaya, je reste marquée par les oraux, très honnêtement. La préparation aux oraux que j'ai trouvé géniale. Alors, peut-être que j'ai eu la chance en tombant sur de super étudiants. Il n'y a que des super jurys, c'est pour ça. Non, ça doit être ça. Mais non, vraiment, non, et la semaine intensive, évidemment, mais vraiment, les oraux, je ne m'attendais pas à ça et j'étais hyper agréablement surprise. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les jurys qu'on prend, on ne prend pas des gens un peu qui nous envoient des messages. J'aimerais être, j'ai eu le M ou les DEC, j'aimerais être jury. Nous, c'est vraiment des personnes qui ont un peu l'identité, la culture du travail que nous, on souhaite vraiment dégager. On a ce côté un peu en illimité et c'est vraiment en bossant, en faisant du bachotage qu'on arrive un peu à nos fins. Donc, c'est ça qui est surtout très important pour nous en termes de critères dès qu'on choisit des jurys.
Pour ma part, c'est pour la préparation au Taj Mahal qui était essentielle pour moi. J'aurais jamais eu le score que j'ai eu sans Youth, sans les stages, sans les polis de prépaya, honnêtement. Et le côté où, quand on arrive au moment des dossiers, des admissibilités, etc., on a plein de questions débiles qui arrivent. Et en fait, t'envoies un WhatsApp et on te répond à la minute. Et c'est réglé, quoi. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de gens la veille des dossiers en mode Ouais. Ah, est-ce que mon adresse, je dois mettre Paris avant ou Paris après Non, mais est-ce vous que allez c'est avoir important que des questions débiles et ils vont vous répondre dans la minute. Donc, Et je pense que c'est ce côté un peu rassurant ou un peu, peut-être pas paternel, mais en fait, on arrive à bien nuancer et réellement à vous accompagner un peu dans le calme parce que on peut vraiment stresser, dès qu'on doit postuler. On se dit, la question qui revient le plus, je pense, c'est à l'ESSEC et le SCP en mode, j'ai postulé, mais j'ai pas été prélevé, j'ai pas payé, enfin, je comprends pas si mon dossier il est validé, etc. Donc voilà, tu vois, ça t'est arrivé, donc c'est peut-être moi qui ai dû répondre d'ailleurs. Mais c'est un plaisir à chaque fois de faire ça quand même. Et oui, en fait, nous, notre but, c'est quand même de vous aider à vous donner réellement un cadre de travail, que ce soit en fait pour le Taj Mahal, le TOEIC, les oraux, et même pour vos masters, si vous souhaitez faire d'abord un master à la fac, vous aider en fait à vous mettre vraiment dans un mindset où en fait c'est le travail qui va vous mener à vos fins. Et comme ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant qu'on aide les étudiants, on a quand même le track record qui est solide, c'est-à-dire quand même on fait rentrer plus d'une centaine d'étudiants en top 5 et même en top 8 avec Schema, Audencia et Grenoble, encore une fois en fonction des classements, dans les écoles de commerce, versus on sait qu'aujourd'hui il y a le développement de beaucoup de personnes qui arrivent un peu sur ce marché de niche, qui disent nous on a eu 510 au Taj Mahal, on sait comment vous aider, etc. Mais c'est des gens qui terminent vite à l'EDEC ou à l'EM Lyon, alors que normalement avec ce score-là, on est en parisienne. Donc en fait, c'est pour ça que c'est assez intéressant aussi de voir ces différents profils qui viennent sur ce marché. Nous, du coup, on a accompagné plus de 6000 élèves. Donc en fait, on a en fait l'expertise de pouvoir dire quel dossier va passer, quel dossier va pas passer. Et voilà. Maintenant, je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire donc du Surf Club. Et en fait, là, pour vous dire, dans 6 semaines, pile poil, il y a le dernier passage en fait pour 2025, qui est donc le 11 décembre. Et donc, stressez pas, on peut vous aider. L'avantage, c'est qu'en fait, vous allez avoir 2 heures de cours par jour. Vous avez la semaine intensive. Et en fait, on peut vous garantir d'ores et déjà un bon score au Taj Mahal avec une préparation au TOEIC à côté, et vous allez pouvoir surtout postuler dès la 2e session, donc en janvier, aux écoles de commerce, ce qui vous permettrait en fin février ou mars d'être pris directement dans l'école un peu de vos rêves. Donc moi je pense que réellement ça vaut le coup de commencer à se pencher sur la question maintenant, même si vous êtes en L3, il n'est pas trop tard. Commencez à regarder, prenez rendez-vous sur notre site, je vous enverrai le lien, c'est un rendez-vous bien évidemment gratuit avec moi ou avec un des 2 directeurs pour vous parler un peu d'orientation, de comment on peut vous aider. Et foncez si vous voulez quand même faire une bonne école. Il n'est pas trop tard pour les L3 et les L2. Je vous encourage à commencer à regarder dès maintenant ce qu'il en est. D'ailleurs, pour le partenariat qu'on a réussi à avoir avec le Surf Club, du coup, pour tous les membres qui viennent de la part, ils ont une réduction où donc le tarif sera de 2600 € versus les 2900 €. Donc je vous conseille de prendre rendez-vous à Prépaya. Pas s'asseoir dessus. Voilà, exactement, pour pas s'asseoir sur cette opportunité. Et voilà, si vous avez d'autres questions, je vous ai envoyé mon mail. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez par mail ou prendre un rendez-vous. Il y aura également mon numéro de téléphone. Et donc voilà. Merci beaucoup. Merci les filles d'avoir participé. Merci. Merci beaucoup. Merci.